Voilà qui est arrivé, Lucie Berthaud. Je vais juste te placer le micro idéalement. Alors, c'est un micro anti-MMA parce qu'il faut le garder toujours près du menton, ce qu'il faut jamais faire au MMA. D'accord. Comment ça va, Lucie ? Bah écoute, ça va, toujours en retard, excusez-moi. Non, C'est la base. t'en fais pas, t'inquiète. On est très content de te recevoir. Donc alors, j'ai mis finaliste de Koh-Lanta, bien sûr, et combattante MMA, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui te connaissent par le prisme de Koh-Lanta. Il y a plein de gens qui te connaissent par le prisme du MMA. Et en fait, faut un peu joindre les deux mondes. Donc tout ça, c'est le chat. Waouh. Donc ça, c'est tous les gens qui te reconnaissent. Bonjour Lucie. Il y a même quelqu'un tout à l'heure, t'étais même pas encore arrivé. Il t'a fait une avalanche de compliments. Superbe animatrice, superbe journaliste, superbe commentatrice, etc. Donc on représente un petit peu. Donc finaliste de Koh-Lanta, combattante de MMA au Bellator, journaliste aussi, présentatrice d'Extra Round sur Sport en France, qui est une émission hebdo, où tu traites de l'actualité du MMA et français et à l'international. C'est dispo sur une chaîne gratuite. Allez sur Sport en France, c'est une chaîne gratuite. Il y a vous faites pas mal de contenu autour du MMA, vous diffusez on fait aussi, la promo de tout le MMA français. C'est vrai, c'était vraiment ma condition. Je ne travaille sur cette chaîne que si on fait la promotion de tout le MMA français. Parce qu'on pourrait se dire qu'en tant que chaîne, Sport en France va valoriser seulement ces événements, mais il était hors de question pour moi, non. Tu vois, les directs sont là. Ouais, je regarde ton émission de télé, c'est super bien, c'est bien fait. C'est ce que je te disais en off juste avant qu'on se lance. Et donc, tu as accepté de venir répondre et te confronter, te mettre dans la sauce. C'est un peu le titre de notre émission. Ouais, c'est un peu ma vie, la sauce, en fait. Pourquoi ? Parce que tu manges des plats en sauce ou pour autre chose ? Alors ça, pas assez à mon goût. Mais la sauce, c'est toute ma life. Non, mais en vrai, t'as plein de casquettes et c'est hyper intéressant. Donc, le côté dans la cage, en dehors de la cage, vrai passionné de MMA. T'as connu aussi les heures du MMA interdit en France et maintenant que c'est légalisé, tu participes justement à sa promotion. Et je trouve ça cool d'avoir quelqu'un qui a fait partie de la vague un petit peu où t'étais obligé d'être dans l'ombre, d'aller à l'étranger, etc., etc. Tu vas nous raconter un petit peu ça. C'est deux salles de ambiance, vraiment. Et aujourd'hui, t'es une double ambassadrice parce que je regardais, il y a un fact en fait à propos de toi. T'es la première combattante de MMA féminine française qui a combattu à Bercy. C'est toi. Genre, tu sais, nous on l'a dit, à jamais les premiers avec l'UFC Paris, les mecs et tout. Mais quand on prend le prisme des combattantes féminines, c'est ma plus grande fierté. C'est ma plus grande fierté parce que je me suis battue pendant des années. Je me suis carrément expatriée aux États-Unis pour me donner une chance de carrière. Finalement, là-bas, ça s'est pas passé comme je voulais. Et c'est en rentrant en France que j'ai réussi à créer la carrière dont je rêvais en fait. Donc, je suis la preuve que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et 2, je suis la preuve qu'avec la persévérance, on peut toujours réaliser ses rêves parce que vraiment, je partais de loin. Je partais de très loin. J'étais déjà plus dans les normes au niveau de l'âge, etc. Et malgré tout, j'ai réussi à faire mon petit coup d'éclat. Victoire en plus, grosse guerre dans la cage, gros combat. Et sans coach, parce que si on recontextualise un petit peu, c'était en pleine pandémie, c'était déjà hyper compliqué de combattre. Pour une fois j'ai eu une occasion, il y avait des tests pratiquement tous les jours au niveau des tests anti-Covid. Mes coachs ont été tous testés positifs. Du coup, comme ils étaient positifs, moi j'étais considéré comme cas contact. On a voulu me faire sauter de la carte. Je suis rentré chez moi le premier jour en pleurant, genre ma vie est finie. Et finalement, j'ai passé des coups de fil. J'ai dit non, c'est pas possible, ça ne peut pas se terminer comme ça. Et à force de me battre et de leur faire valoir mes arguments, ils m'ont donné une chance. Ils m'ont dit ok, à partir d'aujourd'hui, t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On va te tester tous les jours. Si une seule fois tu as un test positif, tu sautes. Donc tous les jours, j'étais testée. Tous les jours, j'étais dans ma chambre d'hôtel toute seule à perdre mon poids. Est-ce que tu t'imagines ce que c'est de perdre pas de soutien 5 kilos toute seule dans ta chambre? Comment tu perds? Imagine-toi la galère. Tu parlais à toi-même? J'étais en prison. À un moment donné, j'ai réussi à m'enfuir pour pouvoir aller perdre du poids dehors parce que c'est pas possible. Dans ta chambre, tu perds pas 5 kilos comme ça, tu vois. Donc non, ça a été une mission et regarde le coup du destin un petit peu. Mes coachs donc sont entre guillemets suspendus. Je me retrouve sans coach. Donc je me dis ok, donc déjà il y a la galère de perdre 5 kilos dans ta chambre toute seule et 2, t'as pas de coach. Donc tu vas te mettre l'eau dans la bouche toute seule. Comment ça se passe? Juste, on rappelle, t'es en quelle catégorie de poids? Tu dois 57 kilos. Donc moins de 57 kilos. Ton poids de forme en général au quotidien? Alors je sais que ça se demande pas trop. Non, mais quand je mange normalement, je traîne à 66 kilos. Donc moi je perdais beaucoup de poids. Ok. Je perds entre 10 et 11 kilos en général. Okay. Donc c'est énorme, donc ça veut dire que tout doit être millimétré. Mais imagine-toi que je n'avais pas de coach, donc j'étais dans une galère grave. Et
Au moment de la pesée, je reçois un message de Kavanagh lui-même. Je ne le connaissais pas. Okay. Et il avait entendu dire que j'étais justement dans la galère. Et il me dit, écoute Lucie, j'ai entendu dire que tu n'avais pas de coach. Est-ce que tu as besoin d'aide? Je peux être là pour toi. Kavanagh, pour ceux qui ne savent pas, parce que toi, on le sait, Kavanagh, pour toi, c'est un grand nom du MMA. Nous, on a une communauté qui, pour la plupart, découvre ce sport. Kavanagh, c'est qui? Kavanagh, c'est le coach de McGregor, rien que ça. Et c'est l'un des coachs les plus réputés au monde. Et puis, du coup, je l'ai découvert à travers cette expérience-là. C'est quelqu'un de super sympathique, super souriant, très calme. Il t'apaise, il te fait des blagues au moment où il te met tes bandes, etc. Et tu vois, j'étais stressée, clairement. Lui, il a su m'apaiser. Et quand t'as Kavanagh dans ton coin, bah, t'as envie de le rendre fier, tu vois. T'as envie de faire une vraie prestation. Le meilleur combat de ma vie que j'ai fait, c'était là-bas. Mais j'avoue que quand il m'a envoyé son message, la vérité, j'ai failli le demander en mariage. Parce que j'étais seule dans ma galère, tu vois. Non, mais c'est ouf. Genre, la main, elle brillait quand il te l'a tendu, quoi. Alléluia. Et c'est trop drôle parce qu'il y a une espèce de lien entre cette chaîne Twitch et toi qui est assez drôle, c'est que en fait les premiers événements live qu'on a commencé à diffuser sur le Twitch RMC Sport, c'était l'année dernière, et c'était également le Bellator Paris, où on t'a vu combattre. T'as fait partie des premiers combats qu'on a diffusés en libre accès sur Twitch. Énormément de force pour toi, t'as gagné, et t'as fait partie aussi des premiers combattants qui sont venus dans le chat du Twitch RMC Sport pour regarder des événements, pour encourager. Et c'est pour ça je dis en fait, mais faut t'inviter depuis le temps. Et en plus sur le chat t'apparaissais en Lucie Fireball. Donc moi j'ai envie de savoir d'où ça vient Fireball, la boule de feu. Ah non, alors ça n'a rien à voir avec la puissance, je tiens à le dire. Ça a à voir avec mon caractère, parce que je suis un peu explosive. Voilà, donc je peux être très calme, très souriante, mais je peux être aussi très explosive. Et souvent on ne me voit pas venir. Quand je m'énerve, c'est très surprenant. Ça part d'un coup. Voilà, et donc les Américains m'avaient surnommé Fireball, et on en rigolait avec mon coach, et du coup ils me surnommaient comme ça à l'entraînement. Donc on a gardé ça, mais rien à voir avec la puissance, juste à voir avec le caractère. Tu disais que l'entraînement aux États-Unis, ça n'a pas forcément apporté ce que tu attendais. Tu peux nous expliquer c'était quoi la différence principale et au final pourquoi ça n'a pas été trop concluant? En fait, t'as beau t'entraîner dans la meilleure écurie du monde, si tu n'as que 6 coachs pour entraîner une centaine de combattants professionnels issus de l'UFC, du Bellator, toi, quand tu n'as pas un contrat dans ces grandes organisations, tu peux toujours te brosser pour avoir un aménagement personnalisé, etc. Tu n'auras pas de coach dédié à ta progression, en fait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, j'étais un petit peu livré à moi-même, j'étais ma propre coach, et tu progresses pas, en fait, quand c'est comme ça. Je passais mon temps à me mesurer aux autres, à me tester, mais je ne progressais pas parce que personne ne me donnait les bonnes indications. Finalement, quand je suis rentré en France, j'ai rencontré Yuri Genari, Kostia Shlakov, Johnny Frachet, et eux m'ont vraiment pris sous leur aile, et ils ont pu personnaliser justement mon entraînement et accélérer ma progression. Et j'ai beaucoup plus progressé en 6 mois avec Yuri Begenari par exemple qu'avec l'American Top Team en 1 an, quoi. Voilà, c'était mon constat. Donc oui, c'est bien d'aller aux États-Unis quand tu es déjà au top niveau à l'UFC, parce que là tu es sûr d'avoir des traitements de faveur, mais quand tu n'as pas tout ça, eh bien mieux vaut rester dans ton club chez toi avec tout cet aménagement que tu peux avoir dans ton club, parce que ça tu ne le retrouveras pas dans les grosses écuries. Il y a un écrémage naturel qui se fait en fonction de qui tu es, de ton salaire et de ta valeur, en tout cas celle qu'on estime au niveau business, quoi. Ouais. Et American Top Team, on précise, c'est un des gymnases qui était rendu le plus célèbre par l'UFC à un moment, parce qu'il y avait pas mal de gros combattants qui venaient de là-bas, notamment un gros nom, c'est Dustin Poirier. On parlait justement de cette technique des low kicks, etc. Est-ce que comment t'en es arrivé à signer au Bellator? Parce que Bellator, on recontextualise, c'est une des plus grosses organisations de MMA au monde. C'est des événements, là, il y en a un qui arrive ce week-end à Dublin, à Paris, aux États-Unis, etc. Même en fin d'année, il y a un événement inter-organisation entre le Bellator et Rising, une organisation asiatique, donc c'est quand même une grosse orga. T'as signé chez eux comment? C'est eux qui t'ont approché? Comment ça s'est passé? Moi, la vraie question en vrai, c'est est-ce que quand t'es devenu un peu plus visible et connu grâce à Koh-Lanta, ça a aussi attiré les organisations? C'est un peu ça ma question. Parce qu'en fait j'ai signé avant Koh-Lanta. D'accord. Non, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'en rentrant en France, le MMA a été légalisé. À partir de là, toutes les organisations ont commencé à entrer dans une espèce de chasse aux combattants. Nous, les femmes, on était trop rares en fait. Donc je savais me valoriser, je savais ce que j'avais à amener sur une table, et bien plus que du combat, j'avais beaucoup d'arguments. Donc ces arguments, j'ai fait en sorte que ça arrive dans les bonnes oreilles et qu'on défende mes intérêts à ce moment-là. D'ailleurs, je remercie cette personne, si elle m'entend, Razi Demni. C'est cette personne qui m'a aidé à rentrer au Bellator. Et surtout, comme j'ai conscience que le MMA féminin est quelque chose de rare,
j'ai pas de peur à négocier franchement mes primes en fait. J'ai pas été timide, tu vois. Et c'est en ça que j'ai choisi le Bellator parce qu'ils m'ont offert ce qu'on offre à un premier contrat à l'UFC. Donc à partir de là, j'ai fait ok, je me sens respecté. On me propose un plan de carrière. 2, je savais que je crois que j'avais 33 ans à l'époque, 33, 34, je ne sais plus. Je me suis dit bon, je connais les critères de l'UFC, ça risque d'être compliqué l'UFC. Bellator te propose quelque chose d'intéressant, financièrement ça va. Pour la première fois de ta vie, tu vas pouvoir toucher quelque chose de décent, tu vas pouvoir approcher le statut de sportif de haut niveau professionnel. Donc je me sentais vraiment valorisé par le Bellator, donc à partir de là j'ai fait ok banco, on y va. Bon après ça a été plus compliqué parce qu'il y a eu la pandémie, parce qu'il y a eu des blessures, etc. Mais en tout cas, moi je me sens bien au Bellator. Ouais. Les gens ils commentent, ils disent c'est incroyable ce que tu racontes, il y a des cœurs, t'as du caractère, etc. Bon ça moi c'est des trucs que j'avais vu parce que moi je t'ai vu sur Koh-Lanta et dans le MMA, donc j'ai vu à peu près tout ce que tu proposais. En période de camp d'entraînement, je vous jure que je suis pas facile à vivre les gars. Vraiment grand respect à mon entourage, ils méritent la Légion d'honneur. Et en fait je regardais un petit peu tes fiches, etc. Et toi aussi t'es passé par les championnats du monde amateur, comme Manon Fiorot, la meilleure combattante de MMA française. Et t'as pas fini loin de son palmarès, elle a fini championne du monde. Tu fais vice-championne du monde. C'est ça, je m'arrête en finale face à une fille qui était plus expérimentée que moi. Moi j'ai cru naïvement qu'en une année j'allais réussir à devenir championne du monde, mais en fait non, c'est un sport d'expérience qu'on le veuille ou non. J'aurais pu être persévérante et persévérer une année, l'année où Manon justement s'est pointée en équipe, mais je vous avoue que j'y suis allée donc sur cette 2e sélection équipe de France et j'y étais en tant que journaliste pour filmer les sélections. Quand j'ai vu Manon, il y avait Clara Rissignolo aussi. Quand j'ai vu ces 2 filles, je me suis dit, oh là là, heureusement que je suis plus là. Parce que déjà, à l'époque, elle détonnait. C'était flamboyant. J'ai su tout de suite que Manon, ça allait être quelqu'un. Mais encore une fois, il y a le potentiel et il y a comment le potentiel est exploité. Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu es bien cadré? Tu vois, elle a un profil qui est bien encadré par Aldric, mais elle a le caractère pour. Moi, je suis plus un électron libre. Moi, tu m'encadres pas comme ça, tu vois. Si tu m'encadres, c'est parce que je te laisse m'encadrer, en fait, tu vois. Il faut qu'il y ait cette espèce de bromance avec ton coach un peu. Ouais, en fait, je me vois comme une chef d'entreprise, en fait. Une chef d'entreprise qui a un projet, qui recrute ses ressources. C'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je gère ma vie, mon projet, etc. Pour le coup, Manon, elle est dans un autre registre. Ils sont sur un vrai équilibre, une vraie complémentarité, en fait. Chacun nourrit le projet de l'autre et ils ont réussi à trouver l'équilibre là-dedans. Ouais, genre Manon à la force de travail, Aldric à la méthode. C'est ça. L'un Disons dans l'autre. que chacun a son moment où il domine un petit peu, tu vois, l'échange. Or, moi, dans mes relations, je garde toujours un positionnement parce que tu fais beaucoup de choses en plus, c'est pas simple. Et puis je me suis rendu compte avec le temps que t'es jamais mieux servi entre guillemets que par toi-même. Plein de fois j'ai voulu déléguer certaines missions et j'ai été déçu. Donc maintenant je sélectionne bien les personnes et je ne délègue que si je sais que j'ai besoin d'aller chercher ces compétences. Quoi. Ouais, les gens qui rebondissent, qui disent moi tu me parles pas l'encadrement, mais pourtant c'est l'encadrement la clé. Ouais, c'est ce qu'elle dit Lucie, c'est que juste il faut trouver le bon mode d'encadrement. C'est moi qui choisis qui m'encadre en fait. Par exemple Johnny Frachet, je connais ses compétences, je connais son background, je sais ce qu'il est en tant que combattant, je sais ce qu'il est en tant que coach et je sais ce qu'il est humainement. Et ça c'est le plus important. J'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne, qui me ressente en fait. J'ai pas besoin de lui expliquer les choses. Quand à un moment donné pendant le weight cutting, je pète les plombs parce que ça arrive. Il faut qu'il y ait un atome où tu sais qu'il comprend ta personnalité, ta réflexion derrière. Il me comprend comme ma famille. C'est-à-dire que tu vois, ta mère va comprendre quand tu vas pas bien. Johnny Frachet, il a un côté très fraternel comme ça. C'est ce que je recherchais avec mes coachs, de la bienveillance, de l'empathie et tu vois qu'on n'est pas à communiquer pour se comprendre. Limite, la communication, elle est naturelle. C'est ça que je recherchais. Voilà. On va y passer rapidement parce que pour le coup, ça fait partie de ton actualité, mais si c'est pas une actualité qui est très joyeuse. Malheureusement, tu étais prévu sur la carte du Bellator Dublin ce week-end. Blessure des dernières minutes qui est arrivée. Donc, combat annulé, combat reporté. Je sais que c'est dur pour toi parce que on a parlé vite fait sur les réseaux. Je regardais, tu avais fait une story pour le déclarer, etc. On sentait que c'était relou. Déjà, je pense que dans le chat et à l'unanimité, on va te souhaiter un très très bon rétablissement. Et est-ce qu'on peut quand même essayer de se prononcer sur est-ce qu'on va te revoir cette année? Est-ce que voilà, c'est juste un report a priori? Est-ce que tu sais? Enfin, je sais pas, mais parce qu'on a envie de te voir combattre en vrai, Lucie. C'est ça le fond du truc, tu vois. Ouais. Écoute, c'est compliqué. Déjà, il faut savoir que tout a été compliqué dans ce camp dès le départ. C'est-à-dire qu'au moment où je signe mon contrat pour combattre, je me prends un accident de voiture au Sénégal pendant un documentaire que je réalisais. Bon, déjà ça partait mal. Je me relève de cet accident, je traîne une blessure pendant 3 mois, mais je m'adapte, tu vois, tranquille. Ensuite, je me suis fait d'autres blessures, j'ai eu d'autres problèmes de santé. Ça a été compliqué.
compliqué. À plusieurs reprises, je me suis dit, je devrais peut-être annuler ce combat. Et ben, je vous dis que franchement, je me dis, mince, j'aurais peut-être dû m'écouter parce que ça m'aurait peut-être évité cette blessure-là qui est encore plus grave. Cette blessure, en gros, elle compromet beaucoup de choses. Et il y a des vrais questionnements à faire, des vrais questionnements concernant ma carrière. Donc c'est, entre guillemets, est-ce que je suis capable, là, de forcer le destin et de me faire peut-être une dernière saison ? Mais en forçant vraiment le destin, mais encore faut-il que j'en sois capable. Les réponses, je les ai pas tout de suite et je les aurai dans les semaines à venir, parce que ça va passer par un gros travail, là, que ce soit de kiné, d'athlétisation. C'est des vrais choix, à faire. Là, c'est des blessures qui changent tout. Ce sont des blessures qui changent tout. Puis toi, ton lien avec la carrière professionnelle de MMA, il est un peu particulier parce que t'as beaucoup de recul sur toi-même. Tu sais que tu l'as connu dans les périodes un petit peu masquées, etc. J'imagine que quand tu rentres au Bellator en mode pro, tu te dis que en fonction du timing, l'ambition, ça peut pas être d'être championne ou d'aller chercher une ceinture à l'UFC ou quoi. Tu te dis c'est aller prendre le maximum qu'on peut sur cette carrière pro, non ? C'est ça. Moi, ce que je voulais, c'était vivre la carrière d'une combattante pro dans une grande organisation. Combattre à Bercy, ça a toujours été un rêve pour moi. Je l'ai pas réalisé en boxe. Du coup, c'est le MMA qui m'a offert ça. Et voilà. Et je voulais aller voir jusqu'où je pouvais aller. Quelles étaient mes limites. Alors je ne sais pas si ce que je viens d'avoir est un signal d'une de mes limites. Est-ce que je suis pas en train de trop tirer sur la corde ? Peut-être que oui. Et en même temps, c'est un choix de vie qui n'est pas raisonnable parce que les chirurgiens, si tu les écoutes, ils veulent tout le temps t'opérer. C'est tout le temps la fin de ta carrière. Tu dois tout le temps t'arrêter. Heureusement pour moi, je suis têtu et si je les avais écoutés, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais voilà, là j'ai quand même des signaux très clairs là que on est sur les derniers mètres. Donc voilà, je dois me poser la question, c'est est-ce que je vais être capable, là c'est surtout ça, c'est est-ce que j'en suis capable physiquement là de forcer le destin ? Si oui, je force le destin, c'est clair. Sinon, eh bien malheureusement je serai obligé de faire un deuil, mais très franchement j'ai envie de croire que je peux encore forcer le destin un petit peu. Ouais, parce que en fait t'as déjà coché toutes les cases, c'est-à-dire que t'as combattu. Non mais mais quand même. Non mais je comprends, mais après c'est normal. J'aime bien choisir ma fin. Et t'as pas envie de te limiter aussi, tu vois. T'as pas envie de te dire c'est pas moi qui ai décidé comme tu viens de le dire. J'aime bien décider de ma fin. J'étais chaude pour faire un 3e Bercy, je te cache pas. Et très sincèrement, ça commence à vraiment bien payer cette histoire. Donc j'ai un peu les boules. Franchement, excusez-moi pour la familiarité. Tu peux y aller, t'inquiète. Mais moi, pendant des années, c'est-à-dire que j'ai commencé le combat à 15 ans. Là, aujourd'hui, je vais bientôt en avoir 38. J'ai 22 ans de sport de combat au compteur. Et sur ces 22 ans, il y a bien 18 ans de galère où je suis payé au lance-pierre. Et moi, j'ai connu 18 ans de galère, quoi. Et je l'ai fait pour l'amour du sport, pour la passion, etc. Et quand tu dis c'était à galère, tu prenais combien sur un combat ou des trucs comme ça? Alors en boxe anglaise, c'est simple, c'était seulement si tu étais performante. Je te parle de l'équipe de France. Ouais. Le maximum que j'ai pris sur une année en boxe anglaise, c'était 5000. Ah ouais, donc t'en vis clairement pas. Mais non, t'en vis pas du tout. Quand j'ai commencé le MMA, ce n'était pas légal. Je me rappelle de mon premier chèque, c'était 150 €. Tu vois, c'était dérisoire. Là maintenant, on te parle en plusieurs dizaines de milliers d'euros, de dollars, d'euros, bref. Attends, c'est maintenant que ça commence à payer que je vais m'arrêter. Mais puis quoi encore ? Non, je veux pas. Tu vois, j'ai envie de grappiller encore un petit peu. Donc. Et puis même, je pense que. J'ai envie de vivre ça, tu vois. Ouais, et puis même, je regarde les messages des gens, même nous, on a envie, que tu fasses, si tu dois faire un dernier combat ou en France ou quoi, ou quelque chose comme ça, on a envie d'être là aussi parce que, on t'a suivi, on a vu tout ça et si c'est toi qui décides de mettre un point final à un moment donné. En fait, là, c'est simple. Si je reviens pas, c'est parce que ce sera physiquement pas possible. Okay. Tu vois. Mais ça, encore une fois, je ne le saurai que dans les semaines à venir. Si mon destin est autre, ok, je finirai par l'accepter, je ferai mon deuil. Mais très franchement, ceux qui me connaissent savent que je suis pas trop du genre à abandonner. Non mais voilà, tu vois, c'est comme Koh-Lanta, je suis arrivé avec une épine dans le pied dès le départ. Il y avait 1% de chance que ça passe. Finalement, je finis en finale. Voilà, s'il y a bien une forceuse de destin, c'est moi. Tu vois, maintenant. Encore une fois, faut que ça suive, quoi. Là, t'as jamais eu le chemin le plus facile de toute façon. Jamais. C'est jamais. C'est toi quand t'as lancé un jeu vidéo, t'as mis very hard direct, t'as dit allez c'est bon. Ouais. Ah mais jamais, je te jure. Non mais de toute façon quoi qu'il, et je pense que je parle pour toute la commu, tout le chat, tous ceux qui te suivent, etc. Peu importe le choix, peu importe comment ça se passe, on te soutiendra jusqu'au bout et tu nous as fait kiffer de ouf. Ça c'est un mignons les messages, c'est sympa. T'as vu les poches, c'est cool. T'as vu braquage. Ils ont des punchlines, ils sont trop chauds. Ouais grave. Ils sont trop chauds. Non mais c'est ça, le premier Bercy
que je fais, j'avais vraiment l'impression de faire mon premier braquage de banque. J'étais fier. Alors là, vous allez voir qui je suis. Non, mais c'était un truc de ouf. Et puis le combat que t'as fait au Bellator, on était en duplex avec Jérémy du coup de Koh-Lanta. On parle du premier, celui que nous on avait diffusé, donc c'est celui. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Celui qui est en public du coup. Ah, mais oui, vous étiez pas là au premier. Le premier c'est sous Covid, c'était compliqué. Ouais. Mais le deuxième avec Czech Congo, Ryan Bader là, en main event qu'on avait diffusé ici, on avait fait un duplex avec Jérémy, on était bord de cage. Enfin, c'était un gros truc. Tu l'avais bien dosé là. Il était tellement heureux, t'as réalisé son rêve. Jérémy, il aime trop. Jérémy de Koh-Lanta, c'est une icône à Koh-Lanta. C'était trop drôle. Non, mais c'était trop drôle. Mais lui, il est comme un fou, il adore. Il y a beaucoup de gens à Koh-Lanta qui adorent le MMA. Ah ouais. Mais dis-leur de venir, si tu les connais. Bah oui, nous en parler un peu. Laurent Mestré, il était venu, c'est vrai. Ah, tu l'as fait venir? On avait joué à UFC 4 avec lui. Moussa. Ah bah ouais, Moussa qui fait du pancras aussi, non Il a fait du Sanda. Sanda, c'est ça. Et il y avait un petit duel avec Sébastien, on avait revu la vidéo à l'époque de leur Koh-Lanta. Sébastien, il était pas content. On va pas parler des dossiers. Sébastien, on t'adore. Mais Moussa, il a été chaud quand même. Mais c'est une masse. Non, mais Moussa, c'est un beau bébé quand même. C'est un tank, le gars. C'est un gros tank. Passons sur autre chose rapidement. La semaine prochaine, ça va trembler dans tous les sens en fait, parce que la semaine prochaine, Cédric Doumbé va combattre au Zénith de Paris. Journalistiquement, la semaine elle est dingue. Tu seras au commentaire. Là, j'ai des commentaires tous les jours, 2 fois par jour. Ça va être dingue la semaine prochaine. Je sais même pas comment je vais réussir à tout préparer. Non, je sais que Cédric vient régulièrement dans ton émission, et d'ailleurs, il y a déclaré la dernière fois que potentiellement pour sa suite de carrière dans le MMA, il ouvrait la porte potentiellement à ce que ce soit sa communauté qui décide s'il devrait signer à l'UFC ou au Bellator. Il veut lancer ça, ouais. C'est assez ouf quand même. Bah ouais, c'est carrément ouf. On n'a jamais vu ça. Ouais, c'est carrément ouf. Toi qui connais un peu le Bellator, qui a beaucoup gravité aussi autour de l'UFC, tu as beaucoup commenté, tu sais un petit peu comment ça se passe. Je sais pas, pour toi, il y a un meilleur choix que l'autre ou... Pour quelqu'un comme Cédric, par exemple, parce qu'on sait qu'il est à part en vrai dans le MMA français. Il est complètement à part. On a tous envie de le voir forcément à l'UFC se frotter au gratin international, parce que oui, ça reste quand même l'élite. Maintenant, le Bellator peut être très généreux en termes de primes, très généreux. Plus que l'UFC, c'est ça qu'on veut savoir. En tout cas, en début de carrière, oui. Clairement, oui. En fin de carrière, je dis pas, mais en début de carrière, le Bellator peut être très généreux, plus que l'UFC. Donc, c'est normal qu'il se pose la question. À un moment donné, tu penses aussi à ton avenir, tu penses à faire des investissements. Enfin, je sais pas à quoi il pense, mais en tout cas, moi, je sais que c'est à ça que je pense. Tu penses à des investissements, etc. C'est pas rien. Donc, ça se défend. Maintenant, le problème, c'est que quand tu viens du Bellator, à l'UFC, on te fait plus de cadeaux après. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on te fait des accueils. Vaut mieux qu'il rentre à l'UFC directement. Ouais, on te fait des accueils bizarres. Ouais, des accueils bizarres, très clairement. On te fait vraiment pas de cadeaux. En gros, ce qu'on explique, parce que là, on se le fait en mode private joke. Quand vous venez du Bellator et que vous débarquez à l'UFC, typiquement, il y a Michael Chandler récemment qui a fait ça. En général, on vous met un mec qui est classé et qui est plutôt bon pour vous montrer, ah ouais, tu viens du Bellator, regarde c'est quoi un combattant UFC. C'est très tordu, c'est pour montrer la supériorité de l'organisation. Ils font ça avec le One Championship, ils font ça avec tout le monde, même avec le PFL, tu vois. Donc c'est histoire de montrer la supériorité. Après, ils se font surprendre parfois. Et par contre, si là tu surprends sur ce combat-là, tu sais que ça peut aller très vite. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et alors, juste, moi, je commence à le dire et je le dis. Merci Naïm du 62. Et je l'ai redit l'autre fois. C'est vrai que Cédric, moi, je suis passé par un peu toutes les étapes. Au début, je ne connaissais pas trop. Je me dis, tiens, qui c'est qui parle comme ça, etc., etc. Après, je commence à regarder Glory et tout. Je dis, attends, qui est sorti du Glory ? Je vois Adesanya, je vois Pereira. Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, si on doit prendre un comparatif, même si c'est un peu large, de combattants de MMA qui peut ressembler au profil de Cédric Doumbé, finalement les mecs qui s'en rapprochent plus, c'est Adesanya et c'est Pereira en fait. Complètement. C'est des champions UFC en fait. Mais complètement. Et puis en termes de palmarès, je crois que Cédric est même devant eux. Donc si eux ont réussi à le faire, pourquoi pas lui ? Maintenant, ça va être une question de management de carrière et d'encadrement. Cédric, il est un peu comme moi à ce niveau-là. Il est très électron libre. Il aime bien décider. Donc à voir si c'est payant pour une carrière à l'UFC. À voir. Moi, je sais que c'est ce que j'aime, mais c'est aussi ce qui m'a fait défaut par moment dans ma carrière. C'est ce qui fait qu'il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Parfois, on a aussi besoin d'autres personnes pour prendre des choix, pour prendre des décisions intelligentes pour soi. On n'a pas toujours le recul en fait. On est très émotionnel, on reste des êtres humains. C'est bien d'avoir du recul d'une personne intelligente. Tu vois, genre Manon Fiorot, elle a Aldric, qui a une certaine maturité, qui a une certaine expérience et qui a très vite compris le business. Voilà, donc il a une belle lecture, je trouve, de sa carrière et il arrive à voir sur le long terme. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Aldric avec Manon. Y en a qui disent Lucie en cast FR serait top.
No spoiler, mais tu commentes aussi sur Sport en France, hein. Il y a pas mal d'événements, sur du MMA GP notamment. Alors sur Sport en France, il n'y a que MMA GP, après je commente aussi sur d'autres chaînes. D'accord, pardon. Voilà, donc je suis en mode freelance tout simplement. Écoute, l'avantage c'est qu'avec la légalisation du MMA, l'offre est devenue beaucoup plus intéressante sur les chaînes françaises. Donc moi ça m'a aidé aussi professionnellement, hein, je vais pas mentir, sachant que c'est vraiment ça que j'aime faire. Disons qu'il y a le combat, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours fait, donc je ne sais pas vivre autrement. Va falloir que j'apprenne à un moment donné, mais je ne sais pas vivre autrement. Le journalisme, c'est vraiment ce que j'aime faire. Je kiffe ça, quoi. Je kiffe partager des émotions, je kiffe découvrir des gens, je kiffe raconter des histoires. C'est vraiment ce que j'aime faire. T'as commenté un de mes potes, sans le savoir, au MMA Grand Prix au Cirque d'Hiver avec Mehdi Ben Lagdar, qui est aussi un autre pote. T'as commenté Bruno Loret, qui avait impressionné tout le monde. Personne ne connaissait. Il a débarqué. Qui sera de retour, a priori, le 4 mars aussi au Zénith. Donc vous découvrirez sans doute un de mes potes que moi j'ai autoproclamé le Max Holloway français juste parce qu'il a les mêmes tatouages. Mais Bruno, c'est un gros big up pour toi. On retrouve où la chaîne Sport en France? Tiens, vas-y, auto-promo. C'est quoi? C'est une chaîne TNT? Tu peux y aller. De toute façon, nous, on est une chaîne payeur, donc on n'est pas vraiment concurrent en vrai de vrai. Tu vois. Et puis en plus, on vous fait beaucoup de promos pour vos événements. Hein. Écoute, moi j'en fais aussi. Franchement, tous vos événements, on les met en valeur sur la chaîne. Écoutez, donc, vous pouvez aller sur Extra, on est compagnie, allez-y. Non, mais vraiment, je pense qu'on se rend service mutuellement de toute façon. Donc, Sport en France, en fait, il y a plusieurs chaînes. Le mieux, c'est d'aller sur le site internet et en fonction de ta box, ils te diront exactement quel canal c'est. Après, tu peux aussi regarder en live sur le site internet. Il y a aussi l'application, etc. Il y a même des replays. Moi, je fais des replays. Dessus, j'ai kiffé. Et les émissions après elles sont toutes sur YouTube, hein, on les met tout de suite après, c'est diffusé le vendredi soir et ensuite le samedi matin c'est en ligne sur YouTube, donc allez-y, faites-vous plaisir. Je reviens vite fait sur Cédric Doumbé. Au début, quand t'es un peu pas connaisseur de son parcours, etc., tu pourrais avoir la rapidité de dire ça fait un peu parcours de mec surcoté et tout. Est-ce que la vérité, c'est pas qu'il est sous-coté finalement dans ses aspects? Alors moi, c'est pas les retours que j'ai des néophytes. Moi, les néophytes, ils me disent oh là là, mais il se la raconte. Ouais, mais en même temps, ça fait partie de son personnage. On l'aime pour ça, on le déteste pour ça, mais en attendant, c'est un gars qui fait ce qu'il dit. Tu vois, aujourd'hui. Abdel Khaznadji nous a dit exactement ça hier, en mode comme Conor McGregor. Ouais, c'est ça, il fait ce qu'il dit, et puis il a du recul, il a la réflexion. C'est quelqu'un qui se torture l'esprit pour savoir tout simplement comment être performant. Et c'est un gars qui n'hésite pas à faire tous les sacrifices pour ça, en fait. Donc, ça peut être mal perçu par d'autres, mais lui, il sait ce qui l'anime, et en attendant, s'il a été multiples fois champion du Glory, ce n'est pas pour rien. C'est un ferrailleur, c'est un ferrailleur ce gars. Il fait un petit peu le clown comme ça sur les réseaux, mais c'est un ferrailleur, il travaille très dur. Sous-côté... Sur l'aspect MMA, parce qu'aujourd'hui, on va vulgariser. Mais personne ne sait ce qu'il vaut dans les autres domaines que le striking. Il a 3 combats de MMA, c'est 3 victoires, c'est 3 KO. Il est invaincu, il met que des KO, donc il y a 0 décision. Et les gens vont, après, pour relativiser, ils vont se dire ouais, mais les mecs en face, on les connaît pas, etc. etc. Moi, je retranscris ce que je vois. C'est normal, on est à 3 combats, bien sûr qu'il va pas combattre des gars connus. Et puis même le MMA, il est jeune en France. Genre, est-ce que vous connaissez tous les combattants de MMA français? Non, mais de toute façon, en dessous de 7 combats, tu prends pas des gars connus. Enfin, je veux dire, faut te construire en fait, tu vois. Petit à petit, tu prends des noms connus, mais c'est normal à ce stade. Enfin. Bah oui, et puis de toute façon, le palmarès, il parle, c'est que c'est que des victoires, c'est que des KO. Donc pour l'instant, c'est bien fait, tu vois. C'est des démonstrations. Et puis c'est pas simple de lui trouver des adversaires. Tout le monde n'a pas envie. Soit ils n'ont pas envie de prendre le risque, soit ils demande un trop gros chèque pour prendre ce risque, donc c'est pas toujours simple le matchmaking, tu vois. Donc après je sais qu'il y a eu des défis qui ont été lancés de la part de d'autres combattants de d'autres organisations, mais là c'est compliqué, après ça devient politique et puis bon on est dans des guerres froides un petit peu, c'est très compliqué à mettre en place. Bon, en tout cas avec Abdel, et même moi je fais un mini porte-parole. Moi, je peux vous assurer que je pense que Cédric, en termes de MMA, ça va tous vous surprendre. Quand ce sera un nom connu et qu'il se passera ce qui se passera, je pense que là on sera tous d'accord, on aura tous la même sensation en mode vas-y the best. On a toujours cru en toi. Non, moi personnellement je crois en lui, et je pense qu'on peut être témoin d'une grande histoire. On ne sait pas ce qui va se passer. Après, il est en train d'avancer dans l'âge, hein, donc. Mais moi, on a besoin d'un mec comme lui. Je vais pas te mentir. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est important, je pense, pour le MMA en France. Ah mais complètement. Et je pense qu'il le fait bien. Complètement, parce qu'il est à la fois entertainer, il est à la fois combattant, il est à la fois chef de sa propre entreprise. Enfin, il gère très très bien son il sait vendre les notions et les valeurs aussi du sport. Je me rappelle cette conférence de presse avec Florent Burillon où il disait là voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de trash talk, j'ai envie de mettre en avant plutôt les valeurs du sport, le respect, l'éthique que j'ai, le respect que j'ai pour mon adversaire.
il reste taquin, mais il a quand même beaucoup évolué. Je me rappelle de lui, le trash talker du Glory. Ah, c'était chaud. C'était trash, franchement, c'était trash. Là, maintenant, il est en train d'évoluer vers une autre version. C'est aussi lié à ses croyances spirituelles, je pense, mais il est en train d'évoluer différemment. Il prend aussi en sagesse, en maturité. Néanmoins, les gens aiment le trash talker Cédric. Enfin, ils l'aiment ou ils l'aiment pas, mais en tout cas, ils aiment aller le voir combattre. Ah oui. Donc, faut pas qu'il change, tu vois. Il est ce qu'il est, il est bon dans ce qu'il fait parce qu'il est comme il est, tout simplement. Et chacun est comme il est, chacun a son mode d'emploi. Et enfin, tu vois, on peut pas le changer, quoi. Ouais. Enfin, Bah, le changeons pas, non, pas gardons-le comme il est. C'est un petit bijou, ça fait kiffer. Et bah, du coup, on a parlé du 4 mars. 4 mars, t'avances un petit peu l'horloge, etc. Tu prends l'avion, tu pars à Vegas. Le combat du siècle, comme on dit, le combat du siècle, bah, pas pour la France, hein, on prend notre prisme national. Tu y vas du coup ? Non, tu y vas pas ? Non, moi je serai là, t'inquiète, au chaud. Ils seront peut-être un peu plus au chaud là-bas. Ouais, non, mais Gann Jones, le combat du siècle, parce qu'on a on n'a jamais eu, comme le dit dans l'introduction dans le film, on n'a pas eu de Français qui sont allés défier Federer en finale d'un grand chelem, on n'a pas de Français qui ont affronté Michael Jordan en finale de playoff NBA, on n'a pas de Français qui ont affronté Mohamed Ali dans sa plus grande époque, mais on a Cyril Gann qui va affronter John Jones, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur combattant de MMA de tous les temps. On rappelle qu'il a dominé pendant près de 10 ans une catégorie très dense, celle des lourds légers à l'UFC, donc la plus grande organisation de MMA au monde depuis des tas et des tas d'années. Ça a été l'un des seuls combattants jeunes dans une organisation qui prenait que des vétérans quasiment d'autres organisations. Il a balayé tous ces mecs-là. Il a énormément de démons. Nous, on a fait un documentaire, on dit face au monstre parce que c'est un monstre dans la cage, mais en dehors, il y a énormément de choses qui le tourmentent. 3 ans qu'il n'a pas combattu. 3 ans qu'il prépare cette montée chez les poids lourds pour prendre 20 kilos de muscles et montrer finalement que c'est lui le meilleur combattant de l'histoire et faire quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est un pari. Après, lui, il fonctionne à ça, hein, au challenge. Il veut créer des exploits. C'est ça qu'il dope en fait. À un moment donné, quand tu arrives à ce stade-là, il te faut des challenges. Donc, tu te racontes l'histoire que tu veux, mais ça, c'est une histoire qu'il se raconte justement pour exceller encore une fois. C'est qui Jones pour toi ? C'est toi qui as suivi le MMA. Jones, pour moi, c'est le maître du MMA en termes de fight IQ, c'est-à-dire que il y a personne qui l'a égalé, mais en même temps c'est quelqu'un qui est stable dans son instabilité. C'est ça qui est surprenant avec Jones. Il est capable de faire des frasques incroyables en dehors de la cage. Je veux dire, pendant la semaine de la Fight Week, le gars il se met des mines. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Des violences conjugales en plein événement. C'était le Hall of Fame, non, c'est pas ça ? Ouais, il vient d'être intronisé au Hall of Fame, donc il y a un peu le Graal. Hein. C'est comme si on inscrivait ton visage dans une montagne en mode c'est bon, t'as fait partie de l'histoire, tu y es. Mais non, mais il a un côté bipolaire, quoi. C'est-à-dire que il arrivait complètement à faire écran et faire illusion lors de cet événement, et puis derrière il se fait arrêter pour violence conjugale. Enfin, c'est un gars qui fait des dingueries, mais pour autant il show up, tu vois ce que je veux dire, c'est l'expression américaine. Il est là, le jour J, il est là, il répond présent en fait. Enfin, en tout cas, moi c'est l'image que j'ai de lui. Donc Jones, c'est l'instable, c'est le stable dans l'instabilité. Tant qu'il ne sera pas dans la cage, je t'avoue que j'aurais du mal à y croire, parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu en fait. Beaucoup de gens disaient c'est de l'intox, il ne reviendra jamais, c'est impossible. Moi j'ai envie de croire qu'il va revenir, mais tant qu'il n'y est pas, j'avoue, je veux pas trop y penser. C'est vrai. Parce que j'ai pas envie d'être déçu en fait. Tu sais qu'il y en a qui projettent déjà le fait que potentiellement Jones ne se pointera pas, qu'il va faire une énième dinguerie juste avant le combat. Alors qu'il fasse une dinguerie, qu'il le tienne éloigné de la cage, oui, mais lui va se pointer. Enfin, lui, il veut se pointer, ça c'est sûr. C'est sûr. Je pense que quand Jones se pointe et qu'il dit oui à un combat, il y a un espèce de truc qui se déclenche et la machine est lancée. Ouais, mais le problème, c'est qu'après, il est tellement instable qu'il est capable de faire des dingueries. Et je pense qu'avant les combats, justement, on est encore plus instable émotionnellement. Donc peut-être qu'il a du mal à gérer. C'est compliqué, hein, Jones. Et puis c'est sombre. C'est-à-dire que ces dingueries à lui, elles sont sombres. Tu vois, et on sent que c'est un mec. Sale. Et puis dans le film RMC Sport, je vous rappelle, vous pouvez y accéder. Il y a le lien, vous tapez !monstre, puisqu'il s'appelle Face au monstre, vous avez le lien directement. On voit un passage où il explique. En fait, c'est bizarre, on dirait un mec qui est ravagé dans le sens où les choses sont faciles pour lui et c'est lui qui se rajoute des difficultés pour se dire si jamais ça plante, au moins regarde, j'avais tout fait pour que ça marche pas, tu vois. Et il dit moi je me mets comme tu dis, je me mets des mines avant les combats, enfin, je fais des trucs que personne ne fait juste pour être sûr que si ça plante, déjà d'une, j'ai une excuse, genre je dirais c'est pas forcément de ma faute, c'est pas moi qui suis moins bon, mais il se challenge, hein, ça c'est clair, il ne cède clairement pas, mais en même temps, c'est un gars qui je crois qui a besoin de se construire là
là-dedans en fait. C'est un névrosé comme beaucoup de combattants malheureusement. J'en fais partie quand je dis beaucoup de combattants. Mais voilà, donc ces névroses, elles apparaissent très clairement à l'approche des combats. Donc à voir ce qui se passe. C'est clair qu'on a deux profils très différents, que ce soit en termes de personnalité. C'est le jour et la nuit. Complètement. Après, je pense que chacun peut poser les problèmes à l'autre. Mais Jones, c'est quelqu'un de malin, de chiant. Tactiquement, il va falloir que Gane reste émotionnellement stable. Bon, lui, il est stable de toute façon, donc ça devrait aller. À voir au niveau du rythme, qui impose son rythme sur l'autre. Encore une fois, c'est une nouvelle KT. Est-ce qu'il va être rapide dans cette nouvelle KT? Est-ce que ça va être un point fort? Ou est-ce qu'il s'est fait à ce nouveau rythme chez les lourds? À voir. Parce que bon, c'est en striking, moi, je trouve le meilleur. Enfin, c'est l'avis que je m'en fais. Le striking, montée de KT, c'est pas si grave en fait. C'est plutôt sur la partie préhension que ça devient différent. Ouais. À voir. Ouais. Sur le striking, il n'y a pas vraiment de différence parce qu'il va être rapide, il va être très rapide normalement s'il n'a pas perdu sa vitesse d'exécution. Après, tactiquement, je le vois très très bon. Je t'avoue que je sais pas trop sur qui mettre un billet. J'aurais du mal à me prononcer. Ouais, j'aurais du mal à me prononcer. En fait, Thomas Desson qui bosse chez nous l'a dit, je sais plus dans quel passage, dans quelle sortie, disait en fait tout le monde fait des projections et tout sur ce combat-là, mais la vérité c'est qu'on sait absolument rien de ce qui va se passer avant le combat en vrai. C'est il y a trop de questions. Il y a Jones, sa transformation physique. Il y en a qui parlent de rouille. Parce que ça fait 3 ans qu'il n'est pas rentré dans la cage. Je dis ouais, la rouille de la cage, ça fait longtemps qu'il n'a pas cagé. Ça veut rien dire. Moi, combien de fois j'ai vu des combattants pendant 3 ans, ils ont été out à cause de blessures, ils reviennent, ils te mettent un KO. Bon, après là on parle quand même du top niveau de l'UFC, donc faut quand même, on doit pas laisser de détails au hasard. Après Cyril a été blessé dernièrement aussi, je crois. La main, voilà. Main fracturée. Bon, pareil, lui aussi, ça demande une reconquête de soi-même, de reprendre confiance en ses skills. Bon, je pense que oui, connaissant un petit peu Cyril. Mais Jones, c'est un déglingo, quoi. C'est un gars qui, plus le challenge est élevé, plus ça va le stimuler, en fait. Il veut faire des exploits, il veut être incroyable, il veut être hors norme. C'est comme ça qu'il se définit, c'est comme ça qu'il a créé son identité. Et il y a une insatisfaction permanente avec lui, quasiment, en fait. C'est que tu as l'impression que ce sera toujours plus haut, toujours plus loin. Ouais, il va nous faire que des comebacks, je pense. Et puis, lui-même a été son propre client à faire une pause. On l'a forcé à faire une pause de 2 ans. Et il revient et il gagne. Donc il a déjà montré que hors de la cage à un moment, il revient et il gagne. Et puis tu sais, parfois ça te fait du bien de prendre un peu de repos, tu aiguises tes armes et puis tu reviens, t'es frais. Parce qu'enchaîner les combats, en vrai, au bout d'un moment, ça fatigue, particulièrement quand tu avances dans l'âge. Tu vois, au PFL, les mecs le disent, c'est hyper difficile d'enchaîner les dates, d'enchaîner les weight cutting. Parfois, ça te redonne un peu de fraîcheur, ça te redonne un petit peu de lion, quoi. Ça te redonne un petit peu d'énergie, d'envie de reconquérir, tu vois. La pause, parfois, elle fait du bien. Est-ce que si Cyril Gane s'impose face à Jones et rafle la ceinture de champion du monde des poids lourds de l'UFC, l'organisation reine du MMA dans le monde, est-ce que c'est le plus grand combattant français de tous les temps, tous sports confondus? Attends, excuse-moi, j'étais en train de lire les questions sur le chat. C'est toujours très difficile. J'ai eu Michael Aljarou, il m'a fait pareil, je lui parlais, il était trop dans le chat. J'ai envie de leur répondre aussi. Non, mais t'inquiète, après on le fait, on les prend tous en part, si tu veux. Et je parle pas de combat. Si Gane s'impose face à Jones, est-ce que c'est le meilleur combattant de tous les temps du sport français, français. Là, on entre dans une autre dimension, là, ça y est. Il n'y a pas de comparaison possible. Non, là, ça deviendra le plus grand nom de l'histoire du MMA, Gane. Enfin, c'est incroyable. Mais même si on prend boxe et tout, judo, ce sera plus qu'un douillet, plus qu'un Mormec, plus qu'un... On parle de mix martial art, on parle du sport ultime qui fait converger tous les arts martiaux réunis. Pour moi, le MMA, c'est le sport ultime. Je viens de la boxe, mais clairement, je te le dis, c'est le sport ultime. Pour moi, enfin, il n'y a pas photo. Si Gane gagne face à Jones, il deviendra le plus grand nom du MMA. Par contre, je te cache pas que j'ai un petit pincement au cœur. Moi, j'aurais vraiment voulu voir Ngannou face à Jones. C'est vrai? J'aurais voulu voir Ngannou. Tu penses que c'est le plus gros parce que Jones se préparait à ça, c'est ce qu'il voulait. J'aurais trop voulu voir ce combat. Et ça aurait été le challenge ultime, tu penses? Il me hypait à fond ce combat. Mais bon, écoute, c'est comme ça. J'ai envie de te dire que la vie est faite d'opportunités. Gane a saisi l'opportunité. Tu sais, ma mère, elle a un dicton qui est vachement bien. Elle me dit, prépare ton bateau. Quand le vent va se lever, tu seras prête à partir. C'est exactement ce qu'a fait Cyril Gane. Il a préparé son bateau. Il n'était pas en pole position pour ce combat, mais voilà, le vent s'est levé. C'est sa chance. C'est maintenant qu'il doit y aller. Et s'il le fait, franchement. Mon gars, tu écris l'histoire et le respect est éternel parce que franchement, faire ce qu'il a fait, déjà cette ascension fulgurante qu'il a eue dans le MMA, tout ça avec un état d'esprit assez humble. Moi, je le trouve vraiment cool pour ça, Cyril, avec de belles valeurs, toujours le smile.
si là il s'impose face à Jones, franchement, respect éternel. Ouais, ça marquera l'histoire comme tu as dit. Il y en a qui demandent, Lucie, vas-tu combattre au Bellator Paris? On y a répondu directement tout à l'heure. Incertitude complète. On sent que c'est ce que tu veux, mais on prend le temps de savoir si c'est possible. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, je me donne 2 semaines là pour savoir si c'est ne serait-ce que envisageable. Et si c'est envisageable, il faut que je passe un coup de fil. Ouais. Parce que la carte est déjà blindée. Hein. En plus, on a 3 Français. Mais il n'y a pas de femmes sur cette carte. Donc... et ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Justement, tu veux parler des Français qui vont combattre un peu au Bellator, notamment Asael Adjouj, qui va combattre. Si tu connais un peu, tu peux nous en parler, parce que je vous le dis, la carte préliminaire du Bellator Dublin sera en libre accès sur Twitch pour vous, on vous le diffusera, et vous aurez 3 combattants français qui seront sur la carte préliminaire du Bellator, et vous allez pouvoir vivre ça sur Twitch, et notamment Asael Adjouj, qui avait fait parler de lui parce que lui aussi il s'entraîne donc au SBG, l'ancienne salle de Conor McGregor, donc je pense qu'il connaît celui qui t'a coaché pour le Bellator, et il a tourné aussi avec Cédric Doumbé. Oui, mais ils sont très potes tous les deux. Non, Asael, c'est clairement le jeune qui monte. Il est très très jeune. Il a quel âge? 23-24, non? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et puis sa dernière sortie, c'était un high kick assez monumental. Il vient du karaté. Il a gardé de très bons restes. Il a fait le choix 24 ans. Ouais, voilà, tu vois. Et donc il a tout un avenir devant lui, hein, franchement. Non, et puis c'est quelqu'un qui a la grinta. Hein. Franchement, j'ai rarement vu quelqu'un qui a autant soif de performance. Il est agressif. Quand il entre dans la cage, ça devient un démon, Asael. Et je pense que c'est vraiment le gars qu'il va falloir suivre. Il a beaucoup progressé. Après, il est un petit peu instable dans le sens où il est un peu au SBG, un peu à Paris, un peu chez lui. Il n'a pas encore trouvé son point. Un peu chez lui dans le sud. Ouais, mais à la fois, je te dis, encore une fois, il n'y a pas une manière de fonctionner. Si lui, il estime que c'est ça qu'il faut, eh bien, je pense que ça va fonctionner. S'il a passé autant de temps à SBG, c'est qu'il a trouvé ses repères là-bas. Tu vois, moi, j'ai tenté d'aller m'entraîner là-bas parce que j'avais gardé un très bon souvenir de ce fameux Bercy avec Kavanagh. Mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi là-bas. Parce que déjà, la météo, je suis comme Doumbé. Hein. La météo, non, c'est trop dur, franchement. Et puis, il n'y avait rien à faire à Dublin, je te dis, franchement, c'est pas ma ville préférée. Ouais. Et donc, voilà. Et puis après, en termes d'entraînement, etc., j'étais pas moins bien loti à Paris. Donc, je suis revenu à Paris. J'avais envisagé de faire des stages réguliers là-bas. Puis finalement, je me suis dit, non, t'es aussi bien à la maison. Donc voilà, mais je pense vraiment qu'Asael a trouvé son équilibre là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres combattants français justement que tu suis, qui sont intéressants, dont tu veux parler? On a reçu Michael Aljarouj oui, c'est ça, l'autre jour. Alors à chaque fois avec Adjouj, Aljarouj, j'ai peur de me tromper, c'est horrible. Alors, Asael Adjouj, Michael Aljarouj. C'est ça. Michael Aljarouj, c'est clairement pour moi, il fait partie du top 3 français. Comment il s'appelle? Samir. C'est Samir au MMA Factory aussi, qui est très très fort. Faïdine? Oui, ouais. Samir Faïdine. Pour moi, il y a 57 kilos qui sont extrêmement bons et j'aimerais trop les voir se rencontrer. Bon, Samir, il est malheureusement au Ares, donc je ne pense pas que ça pourra arriver. Mais en tout cas, Michael Aljarouj, il va combattre Zoubir Boursa qui a combattu au Bellator d'ailleurs, qui revient d'une longue période de blessure. Donc ça a été un chemin très périlleux pour revenir dans le game, revenir au combat. En fait, on est sur 2 fréquences différentes. On a d'un côté Michael Aljarouj qui, lui, est là pour performer au plus haut niveau. Il est là pour tout conquérir sur sa route. Il est dans une dimension très sportive. Et on a Zoubir Boursa qui, lui, au contraire, est plus en reconquête de lui-même. Tu vois, là, c'est important pour lui et son cheminement personnel de revenir au combat et de revenir avec une victoire. Parce que, encore une fois, il a eu un parcours très dur ces 2 dernières années. Ça, c'est un banger, c'est co-main event du MMA GP le 4 mars. Hein. Mais tu vois, derrière ce combat, je sais pas, j'ai tendance à penser que peut-être Michael Aljarouj partira avec un avantage parce qu'il est plus dynamique, il a combattu plus souvent. Ouais. Encore une fois, un combat est un combat. Hein. Zoubir, il est capable de te faire des clés incroyables au sol. Okay. Mais je vois bien Michael Aljarouj, Nicolas Leblond derrière. Tu vois, Nicolas Leblond, c'est du lourd aussi. Hein. Il était au Cage Warrior, 57 kilos. Attention, okay. C'est du très lourd, Nicolas Leblond. En vrai, c'est pas encore les noms qu'on connaît très 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 bien en France, mais là, sur les prochains combats qu'il va y avoir, ça peut péter. Il faut les suivre parce que ce sont des gars qui vont monter. Il suffit juste qu'ils aient la bonne trajectoire dans des organisations. Yes. Toutes catégories confondues, éternel débat dans le MMA français. Saladin Parnasse, Mansour Barnaoui, bien d'autres noms. T'as un avis toi sur la question, sur aujourd'hui en termes de talent pur, de combattant complet, qui est celui qui offre le plus de possibilités dans le MMA français?
Ça se tape entre Mansour et Saladin, c'est un duel que même les plus gros puristes et spécialistes qui sont très souvent dans le chat n'arrivent pas à trancher. Est-ce que toi, il y a un autre nom ou est-ce que pour toi, c'est... En fait, il y a tellement de paramètres. Faut avoir une vision plus large. C'est pas seulement une question de potentiel et de performance et de background, etc. En fait, il y a aussi la manière dont s'entraînent les gars. Tu vois, je sais comment ça tourne chez Hatch. Saladin, il tourne depuis très 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 longtemps à ce rythme-là, avec cette intensité-là. Apparemment, Hatch, c'est des camps. C'est quand on te dit camp d'entraînement, c'est camp d'entraînement. Chez eux, quand tu y vas, tu sais que c'est la guerre. T'as intérêt d'être prêt. Donc voilà, est-ce que ça, sur le long terme, c'est safe ? Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à penser que ceux qui durent le plus sont ceux qui prennent le moins de coups. Voilà. Mais ça, ce n'est que ma vision de boxeuse qui a évolué en boxe olympique. C'est ce qu'on se disait. C'est moins tu prends de coups, plus tu dures dans le temps. Donc, il faut préserver les combattants, notamment quand ils sont jeunes. Donc, en termes... Saladin... En ce moment, oui, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Mansour Barnaoui, il est tellement fort. On va voir, de toute façon, il va combattre à Paris en mai. Mais moi, je mettrais Cédric dans la boucle. Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui n'a pas encore montré, mais pour moi, c'est un énorme potentiel. Ah ouais. Et puis apparemment, il est parti chez Hatch Academy, ça s'est bien passé. Donc tu le rentrerais concrètement, Cédric, dans les meilleurs, toutes catégories confondues. Mais j'ai envie de mettre un billet sur lui. Ça me plaît. Non mais j'ai envie de mettre un billet sur lui, c'est un pari d'avenir. Moi je te suis, je te suis sur le billet. Là, je te jure, je te suis sur le billet, pas de problème. On salue Alexandra Tekena qui s'est pointée dans le chat, qui t'a dit oh là Lucie, la destruction. L'explosion. Hello la team, avec qui tu t'entraînes parfois avec Alexandra Tekena, bien sûr. Qui vient, tu le sais, elle vient souvent chez nous. Elle a commenté la nuit du MMA avec nous, Alex, qui est notre voleuse de bonbons favorite, bien sûr. Mais elle aime trop les bonbons. Moi, je suis plutôt chocolat. C'est vrai. J'ai pas de chocolat. Moi, je suis pas du tout chocolat. Vraiment. Pour moi, c'est surcoté même le chocolat. Là, je t'explique. Quand j'ai su que je combattais pas, je t'explique. C'était n'importe quoi. J'ai crise de boulimie. J'ai fait cette semaine. Aïe. Ouais, non. Je comprends. En vrai, non, on s'astreint tellement toute l'année. Ouais, le truc il tombe, t'es là, vas-y hop. On fait la tablette 1000K XXL en une nuit, je l'ai terminé. Il y a Oumar Sy aussi qui va signer à l'UFC, combattant qui est en lourd léger au KSW, ou qui devrait signer, ou qui est apparu sur le site de l'UFC. On ne sait pas, rien de confirmé. Prenons des pincettes. Oui, tu m'as stoppé, tu as raison. Prenons des pincettes, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait signé au Contender Series. Alors ça, ces infos-là, attention, ce ne sont pas les miennes. C'est parce que j'en ai juste discuté avec Guillaume Pelletier qui le manage. D'accord, voilà, tout simplement. C'est très carré. Voilà. Et donc en gros, il avait signé pour les Contender Series, donc les Dana White là. Ouais, donc en gros, Contender Series, c'est tu fais un combat, t'as une chance d'impressionner Dana White, si tu l'impressionnes, tu signes à l'UFC. Alors donc il avait signé pour ça, et donc du coup c'est pour ça que son nom est référencé sur le site, mais non, il est toujours au KSW. D'accord. Voilà. C'est juste qu'ils ne l'ont pas enlevé du site. Donc pour toi, c'est ce que me dit Guillaume Pelletier, moi. Ouais, après, c'est plus incertain. Mais appelez Guillaume Pelletier sinon. C'est vrai qu'il est déjà venu en plus avec Amina Youb ici, donc tu sais quoi, on va passer un petit coup de fil à Guillaume. Il y a d'autres combats ou de grosses échéances que tu attends même sur le MMA français sur lequel tu veux parler, parce que je dis toujours qu'il faut aller donner la force à tous ceux qui font bouger le MMA en France, que ce soit les combattants, les organisations, et je dis aussi aux gens, il y a plein d'événements que vous ne soupçonnez pas en fait qui se passent en France, des trucs amateurs, etc. Faut y aller, faut donner la ce fort. Je sais pas si tu as l'exemple, quelqu'un qui parle de Morgan Charrière aussi. Alors Morgan Charrière, pour ceux qui savent, alors, je vais en parler vite fait, mais ça a été un des précurseurs en vrai dans le MMA, parce que mettre de la hype sur son nom, sur ses combats, sur l'image qu'il avait, il a fait ça avant tout le monde. C'est un pro de la com. Il l'a fait trop bien. C'est un pro de la com. Tout le monde lui demandait mais comment tu fais. Il a commencé à vendre des formations avant tout le monde. Il a commencé à développer sa chaîne YouTube avant tout le monde, avant Greg MMA même d'ailleurs. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui a su monétiser un petit peu son aura de communicant. Donc oui, c'est du lourd. Morgan, c'est un pro pour moi. La transpi est sur le live. Oui, quand il fait chaud, la transpi est toujours de sortie. Et Morgan Charrière, et il y a un épisode du podcast Fighter Club qu'il faut absolument que vous écoutiez avec Alex Herbinet et Jonathan Macardy, où en fait Morgan se livre et il explique justement, parce qu'à un moment il est devenu très très gros sur les réseaux, c'est devenu quelque chose, c'était vraiment peut-être même le plus suivi, tu sais.
On va pas dire que ça a été en discussion juste avant qu'on soit là. On est en train de militer pour la recruter sur le commentaire. Je sens qu'il y a eu trop de demandes dans le chat. On va faire passer le message. Non, et Morgan, il a été précurseur et au final, il a eu aussi le revers de la médaille parce qu'à un moment donné, trop de réseaux, trop de suiveurs, il y avait des haters, etc. Il disait qu'il avait mal vécu, alors que tu sais, d'extérieur, t'avais l'impression que c'était le mec, genre limite un peu sûr de lui et tout machin. Tu t'imaginais pas, il y a eu un impact psychologique. Il l'explique dans le podcast et franchement, jamais vous avez vu Morgan Charrière comme ça, je vous le dis. Et derrière, il est en mode reconquête au Cage Warriors pour aller récupérer sa ceinture. Il a remporté son dernier combat, ça n'a pas été facile, mais vas-y, j'ai trop envie de le pousser parce que en fait, on le connaissait pas avant ce podcast, je trouve. On avait son image vraiment très marketing et tout, et tu savais pas c'était quoi le mec derrière. Le mec, il a l'air juste incroyable, et sa reconquête, franchement, j'ai envie aussi de le pousser là-dedans parce que c'est un truc de ouf en vrai, c'est fort. C'est pas facile ce qu'il a dû faire parce que on voit la lumière qu'il y a autour des combattants, mais on voit pas tout le chemin parcouru. Ce qu'il a eu là, la fracture du plancher orbital, c'est pas rien. Je suis pas passé loin moi lors du combat hexagonal. Ça, c'est fin de carrière parfois. Mais oui, c'est extrêmement grave. Et revenir après ça, t'es marqué psychologiquement, tu vois. Et son dernier combat, il a été bon, il a gagné, mais il n'était pas exactement le Morgan d'avant, tu vois, mais parce que ça a laissé des séquelles. Donc il fallait faire ce combat, et maintenant il va falloir qu'il confirmer pour lui-même, c'est-à-dire qu'il se confirme à lui-même qu'il est bien revenu mentalement, parce que vraiment se relever de cette blessure, c'est pas rien. Encore une fois, on ne sait pas tout ce que traversent les combattants, on les voit sourire. Moi, vous me voyez sourire en plateau tout le temps, mais les gars, si vous saviez le camp apocalyptique que j'ai vécu, franchement, le sourire n'est qu'une façade, c'est pour garder de la dignité. Mais il y a des moments, t'es en duel contre toi-même et tout. C'est dur la vie de combattant, c'est pas de l'argent facile. Hein. Donc voilà, moi je vous le dis, Morgan qui repart au Cage Warriors, c'est un courage de ouf, et je pense qu'il y a aussi une évolution dans le personnage. Franchement, il faudra aller soutenir ça. Je vous dis pas qu'on diffusera son combat, mais peut-être. Voilà. Oh là là. Qui fait des révélations comme ça là, qu'est-ce qui se passe ici T'as lâché ça comme ça. Personne m'a vu. Je veux pas perdre mon emploi. A priori, c'est bon. Je l'ai encore. Personne m'a cramé. Non, bah écoute, voilà. Il y a plein de gens à saluer de toute façon autour du MMA français. Vous savez que nous, on essaie de mettre un poids d'honneur à diffuser les plus gros orgas, les plus gros espoirs français dans les orgas internationaux, et puis aussi de les suivre quand ça peut arriver au plus haut niveau, jusqu'à l'UFC, jusqu'au Bellator, etc., etc. Tiens, quels sont tes favoris pour le tournoi du Bellator en lightweight, donc celui dans lequel il y a Mansour Barnaoui? Mansour et Nurmagomedov. Ouais, pour toi, c'est vraiment une course à deux finalement ce tournoi. Ouais, moi c'est la finale que je veux voir et j'ai pas envie de soutenir les autres. Ouais. C'est vraiment cette finale que je veux Mansour voir. Barnaoui, vous savez, et on l'a reçu ici. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui automatiquement se met pas hyper en avant. Lui, c'est juste dans la cage où il s'exprime le plus, j'ai l'impression. Donc aussi, allez le soutenir parce que c'est jamais quelqu'un qui le demandera. Donc vas-y, c'est moi qui le demande pour lui. Allez soutenir Mansour Barnaoui, c'est important. Est-ce que tu seras à Vegas pour Jones Gunn? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que la passionnée de MMA se dit vas-y, j'y vais? C'est à moi qu'on pose la question. Non, malheureusement, parce que je vais commenter ce soir-là. Je commente plein d'événements ce soir-là. Ah ouais, Tu vas reprendre du service? Vous savez, aux commentaires, est-ce qu'on va te revoir chez nous sur du commentaire, par exemple, peut-être? Sur RMC? Ouais. C'est une discussion là qu'on va avoir. T'as vu les teasings que j'envoie, n'importe quoi. Non mais mon numéro vous l'avez. Envoyez le mien. Moi je suis en freelance, enfin tu vois. Est-ce que tu seras à programmer MMA Center RMC Sport? On sait pas. Ça c'est pas nous. Alors j'avoue que c'est pas moi qui gère ces émissions là. On va voir la poursuite de la discussion. J'aurais voulu savoir, il y a un autre sport que Lucie aurait voulu faire s'il n'avait pas fait un autre sport de combat. Non, mais j'en ai fait un autre que j'ai adoré. C'était le foot américain. Ah ouais? Ouais. T'as joué quel poste? J'étais fullback et linebacker. J'ai joué fullback. C'est vrai? Ouais, je te jure. T'as joué? Ouais. Non. Bah si, au Plessis-Robinson. Arrête! Je te jure. Nous on avait créé une petite équipe, les Sparkles, à Villeneuve-Saint-Georges, et on n'avait pas de concurrente vu qu'on était la première équipe. Et on est parti en Espagne, on s'est pris une équipe nationale. Bam! On a pris une tôle, mais on a fait des putains de plaquages. Attends, c'est trop bien. Non, attends, le football américain, t'as kiffé? Cool. C'est un sport de combat collectif, tout est multiplié par 10, c'est génial. Par contre, j'avoue, les ligaments croisés, ils ont pris cher, donc à partir de là, j'ai arrêté. Ah ouais. Et j'ai choisi un autre sport, pas du tout traumatisant, le MMA. Ah ouais, football américain, je m'y attendais vraiment pas. Si, j'ai adoré. Et en plus, je sais que ce sport en France, vous diffusez les championnats de France football américain. Ouais, mais je le commande pas. Mais j'en ai fait 3 saisons. Et ça, et puis le snowboard, j'aime beaucoup le snowboard. Ah ouais? Que des trucs bien pour les genoux. Comme Manon Fiorot. Elle aime bien le snowboard? Elle a fait du snowboard en fait à haut niveau. Et elle expliquait que dans tout, elle avait vachement une recherche esthétique
dans sa manière de combattre. Et ça venait du snowboard parce qu'il y avait ce côté, les figures, etc. J'ai plein de points communs avec Manon, dis donc. Mais ouais, grave. Faudrait faire un face à face. Non, mais je te jure, je pense en discussion, vous allez vous rendre compte, il y a des trucs de ouf. J'ai joué 6 ans au foot US linebacker au Monarque de Dreux. On est monté. Les Monarques, c'est une bonne équipe. Moi, j'étais au Mousquetaire. Tu sais, c'est le nom qui fait pas flipper. Ouais, genre, on va affronter les Mousquetaires. Et nous, on s'appelle les Cougars. Tu dis, bah ouais. Ah oui, il y avait les Cougars aussi. Mais oui, les Cougars, les Molosses, trucs. Et là, tu vois les Mousquetaires. Tu dis, bah frérot, il y avait les Castors aussi. Je me suis dit, les gars, les Castors, c'est pas fou comme nom. Molosse, Flash, tout ça. Ah ouais, mais moi j'adorais. Lucie, si Mansour Nurmagomedov se fait, est-ce que ce sera aux US? Ça, j'ai pas les infos, les gars. Je suis pas dans les petits papiers du Bellator non plus. J'ai pas toutes les infos non plus. C'est vrai? Non. Oh, moi, je pensais. Non, non mais je tiens juste à dire que le Bellator a demandé pourquoi je ne commentais pas le Bellator sur RMC. Je dis ça, je dis rien. Paolo. Ouais, on s'écrit, Paolo. Non, c'est pas Paolo, c'est pas Paolo. Non, c'est le matchmaker qui a demandé ça. Ah oui, en plus. Parce qu'il me voit commenter tous les événements sauf le leur et ils me disent, mais Lucie, t'exagères quand même. Bon, moi je. T'étais censé être chez nous. Je ne dirai rien. C'est pas moi qui gère. Hop là, je me défausse. Je passe sous les petits tacles là. Non, mais je sais pas si vous aviez d'autres questions pour Lucie parce que je voulais pas te retenir trop longtemps et je voulais vous jouer. Il y a un épisode d'RMC MMA qui a été tourné par nos équipes sur justement les différentes frasques de Jon Jones et on se pose la question est-ce qu'il sort finalement de ces frasques, est-ce que c'est un nouveau départ, est-ce qu'il est guéri entre guillemets de ses démons, parce que bon, on sait que Jones c'est un peu c'est toujours le même Non, alors je le vois pas je le vois pas devenir un ange du jour au lendemain, je le vois pas changer là à ce stade. Ouais. Mais sa carrière va s'effilocher, mais pour autant elle sera toujours teintée de performance. C'est quelqu'un qui sait comment performer, qui a un fight IQ extrêmement développé. Donc franchement, ça va être un fight là face à Gane, j'ai hâte de voir. Je saurais pas me prononcer, j'ai quand même envie de croire que Jones peut l'emporter. Hein. Ouais. 60-40 Ouais. 55-45 60-40, ouais. 60-40. Mais je suis pas sûr de moi, là, franchement, parce que Gane, il est solide, il est stable. Encore une fois, tu peux pas battre la persévérance, tu vois. Il est trop stable. Tu peux pas battre quelqu'un qui n'abandonne jamais, et Gane c'est ça aussi, tu vois. Et puis Gane, il a un fighting spirit qui se réveille quand il s'en prend une trop grosse dans la tête. C'est ça, et puis on reste en lourd, tu vois. Donc comme c'est pas la catégorie de Jones, tu m'aurais dit que c'était dans la catégorie de Jones, je mettais un billet sûr sur Jones. Dans la catégorie des lourds, c'est ça qui me fait douter. En fait. Et quand tu vois que Daniel Cormier, qui a été le plus grand rival de Jones, il est monté en lourd, il s'est imposé assez facilement. Après, ça n'a pas duré 2 ans pour le monter. Est-ce qu'on peut y faire un parallèle ou ça n'a rien à voir? Après, on est sur un autre style de combat quand même. Ouais. On peut pas trop comparer, mais c'est vrai que ce qu'a fait Cormier, c'est assez exceptionnel. Mais tout le monde ne fait pas ça. Mais en plus, lui, son style, c'est la lutte, si tu veux. Donc, monter de catégorie quand t'es lutteur, c'est pas un petit pari, quoi. C'est un gros pari. Ouais. Là, encore une fois, on est en striking, entre guillemets. On a des dominants strikers. Combattants debout, voilà, le chaos, ils aiment beaucoup etc. combattre debout. Il n'y a pas une énorme différence en termes de changement de catégorie. Pas si immense que ça. Ça roule. Bah écoute, merci en tout cas Lucie d'être passée. Grand plaisir et reviens vraiment quand tu veux parce que Twitch est aussi une de tes maisons parce que non mais t'as été je crois que t'es la première VIP de la chaîne. Bon, comment ça la première VIP? T'es la première VIP parce que tu sais en fait il y a un statut VIP tu vois dans le chat. Ah oui, pour les abonnés. Et t'as été la première personne que j'ai mis VIP sur la chaîne. C'est vrai? Ouais, parce que t'étais la première combattante ou guest qui est venue dans le chat en fait. Ah ouais, moi je sais pas. Donc voilà. À jamais la première à combattre à Bercy, à jamais la première à être VIP sur le chat de Twitch à MC Sport. C'est trop d'honneur, merci beaucoup. Allez, donner de la force à Lucie, des petits messages de soutien, même sur ses réseaux, sur Instagram, etc. Antoine Simon, on aime bien, mais il peut laisser Lucie aux commentaires. Ouais, mais les gars, vous abusez parce que je pense que le duo, Twitter, il peut être très sympa. Ouais, non, mais super. Mais parfois sur Twitter, tout de suite, il est où Antoine? Vous inquiétez pas, il est en vacances, il va revenir. Tu sais, tu te ferais presque agresser, quoi. Non, mais je comprends. On est attaché aux commentateurs et franchement, Antoine, on peut dire ce qu'on veut. Il est super bon. Antoine, pour moi, c'est le GOAT. The best. Bah ouais, non, mais clairement, en termes de commentaires de MMA, Antoine Simon, c'est. Lien Insta pour Lucie. Ouais, je vous balance ça tout de suite. Hop. De toute façon, c'est Lucie Colanta, je crois. Hein. Ouais. Ton Insta. Alors ceux qui me demandent mais pourquoi tu reprends pas ton nom Berthaud, en fait c'est parce que je suis bloqué à un moment donné, je me suis fait pirater et quand je me suis fait pirater, Facebook m'a récupéré mon compte, mais par contre la condition c'est que je n'avais plus accès à certains settings et je ne pouvais plus changer mon nom, donc maintenant à vie tu seras Lucie Colanta. Bon ça va, c'est pas mal, au moins les gens ils peuvent vite raccrocher hein,
Ouais, mais quand tu regardes bien, ça aurait plus de sens que je mette Lucie MMA. Oui, c'est vrai. J'ai été plus longtemps combattant. Alex Tekena qui milite. Lucie au commentaire pour le Bellator. Tellement et surtout. Lucie, tu es la meilleure. Azmat qui dit tiens, je me rends compte que j'ai jamais été VIP sur cette chaîne, moi. Rentre dans une cage. J'aime bien Antoine Taylor et Lucie en commentary. Bah voilà. C'est un beau trio. Ouais. Tu sais qu'en consultant aussi, j'aime beaucoup Greg MMA. Il est vraiment bon. Pour moi, ce qui se fait de mieux en termes de consultant, c'est Greg MMA et Taylor Lapillus. Clairement. Bah écoute, c'est un bel hommage. Il nous manque Greg. Greg, tu viens ici aussi après. Ouais, ça serait bien qu'il vienne. Et Seb, cool, j'aimerais trop recevoir Seb aussi. Mais Seb, il va t'animer ça, mais trop bien. Mais Seb, moi, il est totalement barré, ça me fait rire. J'aime beaucoup. Écoutez, merci pour le soutien, Lucie. Je vous ai laissé son Instagram.